Bonjour, je m'appelle Maxime. J'ai 25 ans. J'étais dans mon appartement à Lyon et j'étais en train de réchauffer une pizza de la veille, quand mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli le laisser partir sur la messagerie, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Maxime, a dit une voix de femme. C'est Isabelle, la mère de Théo. Je me suis redressé, surpris. Oh, bonjour. Tout va bien? Désolé de te déranger, a-t-elle dit rapidement. Je n'appellerais pas si ce n'était pas étrange. Il y a une bestiole dans la cave. Elle fait un boucan d'enfer et je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Théo a dit que tu étais doué pour ce genre de choses. J'ai cligné des yeux, incertain si je venais d'être nommé dératiseur. Un animal? Je crois que c'est un raton laveur, a-t-elle ajouté, la voix agacée. J'ai appelé la fourrière, mais ils sont à des heures d'ici. Je perds vraiment mes nerfs là. J'ai hésité une demi-seconde puis j'ai attrapé mes clés. J'arrive tout de suite. Quand je suis arrivé devant sa maison à Grenoble, elle était déjà dehors, les bras croisés devant la poitrine, marchant de long en large sur le porche, nerveuse. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval lâche, et elle portait un gros pull, un legging et des baskets, comme si j'interrompais une matinée tranquille. Son visage s'est un peu détendu quand elle m'a vu. « Dieu merci », a-t-elle dit à moitié en riant. « Désolé, je sais que ce n'est pas pour ça que tu as signé quand tu es devenu l'ami de mon fils. »« Pas de problème », ai-je répondu en sortant de ma voiture. « Vous avez une lampe de poche ? » ?»« Oui, et des gants, si tu veux. » Elle m'a fait entrer traversant le couloir jusqu'à la porte de la cave. J'entendais déjà le bruit, un grattement, un coup sourd, quelque chose qui bougeait contre le mur d'en face. Elle m'a tendu une lampe frontale et une paire d'épais gants en cuir, comme si elle était habituée à ce genre de situation. « Promets-moi juste une chose, » a-t-elle dit, les yeux écarquillés. « N'attrape pas la rage. » J'ai souri. Je ferai de mon mieux. Je suis descendu doucement les escaliers. Mon cœur battait un peu plus vite que prévu. Après quelques minutes de mouvements discrets, de balayage de lumière et de douces paroles, j'ai repéré le raton laveur derrière une vieille armoire. J'ai réussi à ouvrir la fenêtre, à le guider vers la sortie avec un manche à balai, et je l'ai vu filer dehors, pressé. Quand je suis remonté, les mains poussiéreuses mais victorieux, elle m'a tendu un verre de limonade. « Tu es un sauveteur », a-t-elle dit. Nous nous sommes assis sur la véranda arrière pendant que je buvais. L'air était calme, à part quelques oiseaux et l'aboiement occasionnel au loin. Elle s'est appuyée sur sa chaise, visiblement détendue, maintenant que le bruit était parti et que la maison de Grenoble était à nouveau silencieuse. Elle m'a raconté que Théo était parti pour le week-end, une escapade au ski avec sa copine, et qu'elle essayait enfin de ranger la cave, mais qu'elle avait eu un invité inattendu à la place. Je n'ai pas beaucoup posé de questions, mais elle était drôle, avec un humour sec, parlait avec ses mains et m'a raconté qu'elle avait joué au volley-ball à l'université. La journée s'est terminée sans histoire, juste une conversation et une limonade, mais quelque chose est resté. Après ça, elle faisait toujours un signe quand je passais devant. Parfois, j'étais chez Théo à l'attendre, et elle me demandait si je pouvais descendre quelque chose du grenier ou réparer une fenêtre qui coinçait. Parfois, elle me donnait des restes, disant qu'elle avait trop cuisiné. Au début, cela ressemblait à de l'aide occasionnelle. Je n'y pensais pas beaucoup, mais avec le recul, c'était comme si quelque chose s'éveillait lentement en nous deux. Ça a commencé petit, subtil. Théo était en haut, casque sur les oreilles, en train de jouer. Et j'étais dans la cuisine, l'aidant à changer une ampoule, où elle appelait « Maxime, tu peux m'aider avec cette porte de placard ?» Et je la suivais à la buanderie, tandis que Théo écoutait de la musique derrière sa porte fermée. Elle insistait toujours pour me récompenser après. Des sandwichs, des pâtes, du poisson grillé, disant que c'était le moins qu'elle puisse faire. J'ai appris à la connaître lentement. Elle avait une façon de partager juste assez, sans jamais trop en révéler. Elle m'a raconté que le père de Théo était mort il y a quelques années, que c'était difficile pendant un moment après, et qu'elle travaillait plus pour ne pas trop penser. Elle a parlé de sa fille Chloé, qui venait de terminer son master et avait déménagé sur la côte atlantique, de son propre père qui jouait de la guitare classique mais avait perdu presque tous ses souvenirs à cause de l'Alzheimer, de son épaule blessée lors d'un tournoi de volley-ball en Espagne, et qui lui faisait encore mal quand il pleuvait. J'écoutais, tout simplement. Un après-midi, je l'aidais à rempoter de la lavande sur le côté de la maison. La terre était sèche, nous étions tous les deux à genoux, les mains sales. Elle s'est penchée pour écarter ses cheveux de son visage, laissant une traînée de saleté sur sa joue. J'ai ri, et l'ai essuyée instinctivement avec mon pouce. Elle s'est figée pendant une seconde, nos regards se sont croisés. Puis elle a souri un petit sourire, incertain mais réel. C'est la première fois que je l'ai senti, la transformation, le moment où l'air entre nous est devenu plus lourd,
plus que de simples services amicaux et des plats partagés. Plus tard ce jour-là, alors que je m'apprêtais à partir, elle se tenait près de la porte coulissante en verre et a dit « Tu as vraiment été bon avec moi, Maxime. » J'ai haussé les épaules. « Ce n'est rien, ce n'est pas rien », a-t-elle dit. Elle n'a pas continué, et moi non plus, mais cette nuit-là je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à sa main effleurant la mienne quand nous avions attrapé la même bêche, à son rire résonnant après que je lui ai raconté l'histoire stupide de Théo s'endormant pendant un examen, à la façon dont elle m'avait regardé, comme si elle ne devait pas le faire, mais qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. À partir de ce jour, nous savions tous les deux que quelque chose se passait, mais nous ne l'avons pas nommé, pas encore. On avait l'impression d'être au bord d'une falaise, les orteils crispés au-dessus du vide, attendant de voir qui sauterait le premier. Et aucun de nous n'avait d'aile. C'était un jeudi soir que je suis resté plus longtemps que je n'aurais dû. Théo était sorti avec des amis, soirée pub ou soirée quiz, et j'étais venu plus tôt pour aider Isabelle à descendre quelques cartons du grenier. Rien de spécial, juste des décorations, des livres, quelques boîtes étiquetées, affaires de Chloé. Nous avons travaillé pendant environ 1 heure, nous passant les choses le long de l'étroite échelle escamotable, tandis que la poussière flottait dans le soleil oblique venant du petit velu. Après ça, elle nous a servi du vin. Nous étions assis sur le sol du salon, le dos appuyé contre le canapé, riant du fait qu'une des boîtes s'était déchirée et qu'un tas de vieux costumes d'Halloween en était tombé. J'ai brandi un chapeau de sorcière, et je l'ai mis. Elle a tellement ri qu'elle a pouffé, puis elle a fait semblant d'être horrifiée en se couvrant la bouche. Ça semblait léger, trop léger. À un moment donné, le rire s'est éteint en une conversation tranquille sur la musique, les regrets, et à quel point la vie se déroule différemment de ce à quoi on s'attend. Je lui ai dit que je n'avais jamais vraiment connu ma mère. Elle est morte quand j'avais 6 ans. Elle m'a raconté que le père de Théo avait été différent avant, qu'il était plus présent à la maison, qu'il la regardait comme si elle comptait. Les gens s'éloignent, a-t-elle dit doucement. Parfois, on ne le réalise que lorsque la distance est trop grande pour être comblée. Je l'ai regardé. Son verre de vin pendait à moitié oublié dans ses doigts. Ses jambes étaient repliées sous elle, et la douce lumière de la lampe faisait ressortir l'or de ses cheveux. Puis elle m'a regardé. Ce regard n'a pas duré longtemps, mais il n'en avait pas besoin. Je me suis penché lentement, attendant un retrait, un signe d'arrêt. Il n'est pas venu. Nos lèvres se sont rencontrées doucement, une seule fois, puis plus longuement. Sa main a glissé sur ma joue, ses doigts caressant mon menton, comme si elle voulait s'imprégner de l'instant. Mon verre a roulé doucement sur le tapis à côté de nous, oublié. Il n'y avait pas de précipitation, juste quelque chose de tu qui faisait surface. Elle s'est retirée la première, sa respiration calme. C'est dangereux, a-t-elle dit. Je sais, mais aucun de nous n'a bougé. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi bien après minuit. Nous n'avons pas couché ensemble, pas à ce moment-là, mais quelque chose avait changé, quelque chose s'était brisé, et nous ne l'avons pas réparé. Les jours suivants ont été remplis de tension, de ce genre silencieux qui s'assied dans la pièce avec vous-même quand personne ne parle. Je continuais à passer, à aider avec des choses, mais l'air était différent. Isabelle portait des vêtements plus doux. Son parfum restait plus longtemps dans l'air quand elle me croisait, et quand je partais, sa main effleurait mon poignet 1 seconde de trop. La première fois que nous avons vraiment franchi une ligne, c'était 1 semaine plus tard. Ce n'était pas maladroit, pas coupable. C'était comme si nous en avions tous les deux eu besoin depuis longtemps. Mais comme pour toutes les belles choses volées, cela avait un prix. Après cette nuit, après que la ligne ait été définitivement franchie, rien n'a explosé comme je m'y attendais. Il n'y a pas eu de tempête de culpabilité, pas de distance embarrassante. Au lieu de cela, nous sommes tombés dans un rythme qui semblait naturel, dangereux, mais naturel. Elle n'en parlait pas beaucoup, moi non plus, mais la façon dont sa main trouvait la mienne sous la table, la façon dont son sourire s'adoucissait quand Théo ne regardait pas, en disait assez. Isabelle laissait parfois la porte arrière déverrouillée, disait que je pouvais passer quand c'était calme, comme si de rien n'était, mais nous savions tous les deux que c'était plus que ça. Sa maison à Grenoble a changé après ça. Une musique douce et lente jouait toujours en arrière-plan, comme si elle avait besoin de quelque chose de tendre. Elle portait des peignoirs qui pendaient à peine sur elle, lâchement noués, et elle souriait depuis la cuisine quand j'arrivais, comme si c'était notre normalité depuis toujours. Nous n'avons jamais parlé de l'avenir, jamais utilisé de mots comme « amour ». Ce n'était pas ce genre de choses. C'était silencieux, mature, quelque chose qui naissait dans de longs silences et des soupirs discrets dans des pièces qui n'étaient pas destinées à cela. Parfois, après, nous étions allongés dans le lit, regardant dans des directions opposées, mais nous nous touchions quand même. Elle parlait de ses 20 ans, de comment elle voulait être photojournaliste, de comment la vie change,
de comment personne ne vous prépare à ce qui se passe quand les gens cessent de vous voir comme une personne et ne voient plus que les rôles que vous remplissez. Mère, employée, femme au foyer. J'écoutais. Je lui racontais des choses que je n'avais pas prononcées à voix haute depuis des années, sur le silence de mon père pendant mon enfance, sur le fait que j'avais toujours l'impression d'attendre de devenir quelqu'un qui mérite d'être remarqué. Elle a passé la main sur les draps et a passé ses doigts dans mes cheveux. « Tu l'es déjà », a-t-elle dit, comme si c'était la vérité la plus simple du monde. Le plus difficile n'était pas ce que nous faisions, mais à quel point c'était devenu facile. J'ai commencé à me faufiler tôt le matin quand Théo était en train de courir ou dormait encore. Parfois, je me garais quelques rues plus loin juste au cas où. Elle m'accueillait dans le couloir, les cheveux encore humides de la douche, le peignoir serré. Nous parlions peu, nous mouvant l'un autour de l'autre comme si nous l'avions fait 100 fois. Et peut-être que c'était ça qui nous effrayait tous les deux, car à un moment donné, le monde nous a rattrapés. Théo était soudain plus souvent à la maison. Son stage était terminé et il était là tous les jours. Sa présence a tout changé. Sa porte était toujours ouverte, mais je ne la franchissais plus. Nous sommes devenus prudents. Des visites plus courtes, pas d'attente, moins de conversations, plus de tension, et pas la bonne. On avait l'impression de vivre sous un toit avec une fuite qu'on ne pouvait pas localiser, attendant juste qu'une goutte tombe et vous trahisse. Un après-midi, j'ai vu Théo dehors, vidant le garage, sans chemise, écouteurs aux oreilles. Il ressemblait à sa mère, menton marqué, mêmes yeux. Il m'a fait signe, j'ai fait signe en retour. Cette nuit-là, Isabelle n'a pas appelé. Et la nuit suivante, elle n'a pas répondu. Le silence s'est étiré. Finalement, elle m'a écrit une seule ligne. Il ne retourne pas à la fac le semestre prochain. Je n'ai pas répondu. Qu'y avait-il à dire? Nous savions tous les deux que le risque avait changé. Avant, nous vivions dans un espace juste en dehors des conséquences. Maintenant, Théo était toujours là. Chaque porte grinçait plus fort. Chaque ombre avait des dents. Pourtant, nous ne pouvions pas nous arrêter. Pas encore. La fois suivante où je l'ai vu, c'était précipité. Une fenêtre de temps volée pendant que Théo faisait les courses. Elle a ouvert la porte et m'a tiré rapidement à l'intérieur, comme si même les murs pouvaient écouter. Nous avons peu parlé, nous n'en avions pas besoin. Son baiser était urgent, pas romantique mais désespéré, comme si elle avait besoin de s'assurer que c'était réel, que c'était arrivé. Après, nous nous sommes assis dans le couloir, le dos au mur, respirant en rythme. « Je déteste ça », a-t-elle murmuré. Se faufiler comme ça, attendre. Je sais, elle a posé sa tête sur mon épaule. Nous devons être plus prudents. Mais la prudence ne suffirait pas. 2 semaines plus tard, ça a failli arriver. J'étais venu l'aider à remplacer une lampe au plafond dans la buanderie. Juste une tâche rapide. Théo, m'avait-elle dit, était parti chercher quelque chose à la quincaillerie et serait absent un moment. Nous pensions avoir le temps. J'étais sur l'échelle, tournevis à la main, à moitié concentré quand elle a eu un hoquet. Par la fenêtre avant, elle avait vu sa voiture dans l'allée. Il était rentré plus tôt. Pas le temps. Je suis descendu à la hâte. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et j'ai couru par la porte arrière, le cœur dans la gorge. J'ai longé le côté de la maison en me baissant derrière la haie, juste au moment où Théo sortait de la voiture. Il ne m'a pas vu. Il sifflait juste, portant un sac de terreau de jardinage, fredonnant, comme si c'était un après-midi ensoleillé tout à fait normal, comme si rien n'était différent, comme si sa mère n'avait pas embrassé un autre homme 10 minutes auparavant. Je me suis accroupi là jusqu'à ce qu'il soit complètement rentré, puis je suis parti rapidement secoué. Ce soir-là, Isabelle a appelé, sa voix brisée. Je pensais qu'il serait parti jusqu'à 5 heures. Je sais, ai-je dit, c'est bon, mais ce n'était pas bon. Nous sentions tous les deux le changement, la peur qui s'installait là où il y avait de la chaleur. Elle a commencé à se retirer, pas de manière abrupte, mais progressivement, prudemment. Ses messages sont devenus plus courts. Sa voix au téléphone a perdu sa douceur. Les longues matinées ont disparu. Les petites touches quand j'entrais ont cessé. Elle n'a pas prononcé les mots, mais je pouvais les sentir grandir dans l'espace entre nous. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. La dernière fois que je l'ai vraiment vue, elle m'a tendu un pot de miel du marché, disant qu'il était local. Ses doigts ont effleuré les miens en me le donnant, mais ce n'était pas une invitation. C'était une fin discrète. Après la quasi-rencontre, tout a ralenti, non pas de manière dramatique comme au cinéma, mais comme une dérive silencieuse. Nous avons arrêté de nous écrire tous les jours. Je ne passais plus, sauf si Théo était là, et même dans ce cas, c'était plus mince, plus léger, comme si nous faisions semblant que rien ne s'était passé. La clé sous le paillasson avait disparu, non pas que je l'aurais utilisée. Elle ne me contactait plus en premier, et quand j'écrivais, ses réponses venaient plus lentement, amicales, mais distantes. Je ne l'ai pas forcée. Certains après-midi,
Je la voyais sur le porche avec Théo, portant des courses ou arrosant des herbes. Elle me faisait signe. Je lui faisais signe en retour. C'était tout. Peut-être que c'était tout ce que cela devait être. Le pire n'était pas la perte des moments, des baisers ou des petits matins. C'était la perte du regard qu'elle avait pour moi, comme si j'étais la seule personne dans la pièce à la voir vraiment, entièrement. Pas seulement la mère de Théo, pas seulement quelqu'un qui maintenait tout ensemble, mais Isabelle, intelligente, drôle, usée, réelle. Pendant un moment, j'ai été le seul à être autorisé à voir cette version d'elle. Maintenant, j'étais à nouveau juste Maxime, l'ami de Théo, le type qui avait aidé avec un raton laveur une fois. Il n'y a pas eu de conclusion dramatique, pas d'aveu en larmes, juste le silence et le temps. Quelques semaines plus tard, je l'ai croisé au supermarché à Grenoble. Théo poussait le caddie. Isabelle riait de quelque chose qu'il avait dit, cette inclinaison familière de sa tête. Elle m'a vu à hocher la tête poliment, j'ai hoché la tête en retour. C'était tout. Cette nuit-là, j'étais assis dans mon appartement, les lumières éteintes, à penser à quel point les fins silencieuses sont celles qui résonnent le plus longtemps. Isabelle n'a jamais demandé si elle me manquait. Je n'ai jamais demandé si elle pensait à moi. C'étaient les questions qui exigèrent des réponses que nous ne pouvions pas nous permettre. Parfois, tard dans la nuit, je me souviens de la façon dont elle disait mon nom doucement, de sa main glissant sur mon dos sans raison. Je me demande si elle pense à ces moments, mais je ne demande pas. La vie a continué. Elle est restée avec Théo qui était maintenant plus souvent là, présent, engagé, comme si la maison s'était remise dans une routine. Elle vaquait à ses occupations, satisfaite, peut-être même heureuse, et j'ai arrêté d'essayer de décoder. J'ai pris des heures supplémentaires à la librairie, fait des excursions le week-end vers nulle part, laissé pousser mes cheveux, prévu de quitter la ville l'année prochaine. Nous ne nous parlons plus. Parfois, je passe devant sa maison et je la vois lire à la fenêtre. Parfois, je ne la vois pas. Mais quand je la vois et qu'elle lève les yeux pendant une seconde et me donne ce sourire à peine visible, je sais qu'elle s'en souvient aussi. Et d'une certaine manière, cela me suffit.